Alors, merci Marianne de venir sur ce live au mois de mai. Je Merci de suis m'inviter vraiment surtout. contente de t'accueillir. Donc, j'ai proposé à Marianne parce que j'ai la chance qu'elle soit l'ostéopathe de mes chiens. Donc, du coup, je sais comment elle travaille. Donc, moi, ce que j'ai apprécié chez Marianne, au-delà de ses compétences d'ostéopathe, c'est sa douceur avec les chiens. Donc, j'ai un de mes chiens, donc Blue, qui est une chienne qui n'apprécie pas, enfin, qui peut être assez timide, qui va pas forcément apprécier qu'un inconnu la touche. Et puis, l'ostéo, il vient quand même dans la zone de confort du chien. Il rentre Oui, vraiment dans la zone de confort du chien. oui. Et c'est vrai que Marianne prend le temps. Elle n'est pas du tout dans le forcing. Vraiment dans la douceur, elle parle vraiment doucement au chien. Enfin, elle vient à domicile aussi. Autant pour Tao, mon jeune chien, c'est pas un problème d'aller dans un cabinet. Autant Blue, ça l'aide vraiment d'être à la maison parce que ça fait un stress en moins. Donc voilà, moi, ce qui a fait que Marianne s'occupe de mes chiens au niveau de l'ostéopathie. Et je trouve que c'est des critères qui sont vraiment importants. Donc, on va fonctionner comme on fonctionne d'habitude. Donc, moi, je te pose des questions. Et puis, vous, si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas et je lui transmets. Ils font déjà des blagues. Salut, Maud. Ok, alors, je vais te laisser te présenter. Puis, si tu peux un petit peu nous donner ton parcours, en fait. Ok, donc tu en as déjà tellement bien parlé. Donc, je suis Marianne, je suis ostéopathe pour animaux. En ce qui me concerne, c'est une reconversion en fait. Pour parler un peu de mon parcours, en fait, après 12 ans derrière un ordinateur, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de contact animalier, un peu, quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Et être entourée d'animaux, pour moi, c'est un besoin viscéral en fait, hein. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans ce sens, dans le bien-être. Et à l'époque, parce que maintenant c'est bien connu, l'ostéopathie n'était pas trop connue et ça m'a vite intéressée parce que j'ai Oui. trouvé ça très complet. J'ai trouvé ça très intéressant en fait de le creuser sur le côté animalier. Donc du coup, j'ai fait un bachelor sur 3 ans. À l'époque, on pouvait s'arrêter à 3 ans et j'ai continué jusqu'au master, donc sur 5 ans en tout, pour pouvoir compléter au niveau des techniques et pouvoir pratiquer l'ostéopathie animale. Le tout, je le faisais à côté de mon job de l'époque. Donc merci les congés formation. Donc globalement, voilà, et ça fait maintenant déjà un peu plus de 6 ans que je pratique, mine de rien. Le temps passe vite. Ça fait 6 ans que tu as créé ton entreprise? Oui, c'est ça. Oui, Ouais. d'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste donc le métier d'animalier, non, d'ostéopathe animalier, j'oublie pas le premier mot le plus important. Peut-être un peu quelles sont les études, parce que là, t'en as parlé un petit peu, mais si tu peux un peu plus détailler, peut-être, parce que moi, par exemple, un bachelor, je sais pas ce que c'est. Et Pardon, puis, est-ce que c'est c'est vrai que reconnu par l'État? Vas-y, pardon. Non, mais c'est une très bonne remarque en fait, parce que j'avais fait les études en Belgique, c'était plus proche pour moi, il y avait moins d'écoles que maintenant à l'époque-là. Et bachelor, c'est bac+3 en fait. Ah, C'est d'accord, ok, c'est un bêtement. terme belge. Ouais, c'est ça. Enfin, D'accord, oui, en tout ok. cas, en Belgique, ils utilisent bachelor. Et du coup, bon, bah voilà, moi qui sortais d'un BTS, je n'ai pas cherché d'autres termes que ça. Oui, Donc, c'est en fait, oui, c'est ça. Bachelor, c'est bac+3 et d'accord, master 5. ok, Voilà. d'accord. Et globalement, si on veut enfin, expliquer un peu ce qu'est l'ostéopathie animale, en fait, c'est vraiment une méthode thérapeutique douce qui a pour but de restaurer l'équilibre du corps, mais uniquement en travaillant avec les mains. En fait, on n'a pas d'outils, on a vraiment, c'est par des interventions manuelles qu'on va restaurer l'équilibre du corps, enlever des douleurs et faire en sorte en fait que l'animal soit dans sa meilleure mobilité possible. Quel que soit son âge ou autre, c'est vraiment être à l'aise dans son corps, même avec, avec ces soucis qu'on peut avoir. On rentrera un peu plus en détail, je crois, après, mais tout Oui. ce qui est
arthrose ou ça pourrait être des chiens amputés, par exemple. Donc forcément, il n'y aura jamais un équilibre comme un jeune chien qui a ses quatre pattes, mais on va faire en sorte qu'il y ait le moins de compensation possible. Et c'est vraiment au travers de la palpation et de la mobilisation qu'on va pouvoir restaurer l'équilibre. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est différent d'un kiné, par exemple? Alors, ce qui est différent d'un kiné, c'est que généralement, sauf erreur de ma part, le kiné va vraiment plus intervenir sur une zone. Il va travailler, il y a un problème au genou, il va travailler sur tous les muscles qui concernent le genou, sur l'articulation du genou. En ostéopathie, on a vraiment une vue globale. On veut restaurer tout l'équilibre. Donc, par exemple, on vient nous voir pour un mal de genou, on va tout de suite aller voir toutes les chaînes compensatoires possibles pour, c'est peut-être en réalité une douleur des épaules qui fait qu'il utilise mal son genou. Donc, on va vraiment chercher, c'est holistique en fait, c'est vraiment global. Je vais enlever ma poupée, elle se verra moins à l'écran. Ta poupée? Oh, Poupée. c'est gênante. Maud, j'ai ta question, on en parlera juste, je poserai à Marianne un tout petit peu plus tard, mais je l'ai vue. Ok. D'accord. Pour Oui, les études. vas-y. Oui, ça a coupé, pardon. Tu me demandais aussi pour les études, en fait. Oui. Alors là, du coup, on rentre aussi dans le cadre de la reconnaissance par l'État français. Pour faire un petit point sur l'histoire de l'ostéopathie récente, en gros, jusqu'à 2011, l'ostéopathie animale n'était pas du tout reconnue par l'État. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait dire en France « je suis ostéopathe », comme certaines activités aujourd'hui encore, où c'est encore le cas. Point positif, depuis 2011, on a la reconnaissance. Disons qu'en 2011, on nous a dit c'est bon, les ostéopathes, on les reconnaît, mais en tant qu'acte vétérinaire et à condition d'être inscrit au registre du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Et à ce moment-là, on n'avait pas de modalité précise encore. C'est seulement depuis 2017 qu'ils ont mis en place vraiment, comme ça va se passer maintenant dans le futur pour tous les ostéopathes animaliers. Ils ont ajouté un système d'évaluation des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, mais même en ayant réussi l'examen de l'école, ce qui était mon cas, il faut encore passer une évaluation des compétences auprès des vétérinaires, organisée par les vétérinaires. Et pour ça, c'est une épreuve théorique et une épreuve pratique. Faute de quoi, on a interdiction totale de pratiquer. Sinon, c'est exercice illégal de la médecine vétérinaire. Accessoirement, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. D'accord. Sympathiquement. Du coup, ça vous a quand même valorisé. Oui, au final, oui. C'est le métier du soin, quoi, je veux dire. Ah, franchement, complètement. En vrai, c'est une bonne nouvelle. La façon dont ça s'est passé était un peu dans la douleur parce que sans rentrer dans le détail, on n'est pas voulu. Non pas par les vétérinaires sur le terrain, ça se passe super bien, mais au-dessus, au niveau de l'ordre vétérinaire, voilà, clairement, ils l'ont dit, ils ne nous veulent pas. Donc, les épreuves, il y a en moyenne 35% de réussite, pour donner une idée. Donc, certains les repassent 5 fois avant de réussir, alors qu'ils sont très bons en soi en ostéopathie. Mais bon, ça, c'est la parenthèse. Oui. Donc, c'est quand même, je le dis pas pour insister, mais c'est que après, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail des écoles ou autres, si quelqu'un veut. C'est important à savoir parce que c'est pas seulement je m'inscris dans une école où il y a déjà énormément de travail pour préparer en fait vraiment l'ostéopathie animale, toutes les connaissances nécessaires, c'est aussi devoir prouver ses compétences auprès de l'ordre des vétérinaires. Donc en réalité, il n'y a pas un examen, il y en a 3 au final. D'accord. Donc toi, tu as passé les 3? Alors moi, j'ai encore la pratique à passer en vrai. Parce que, alors, encore un petit brin d'histoire, 2017, donc ils ont dit, OK, maintenant, vous devez passer ces épreuves-là, mais ils ont organisé les premières en mars 2020. Et si ces dates rappellent quelque chose à quelqu'un, en fait, 2020, on a eu report. Il y avait le Covid. Ah oui, j'avais vu les messages sur Facebook. D'accord, oui, donc, OK. Ouais. Donc, du coup, j'ai validé la théorie là et je vais valider la pratique au mois de juin.
normalement. Non, il n'y a pas de souci, normalement. Oui. Bah, si tu as eu la théorie, il y a quand même de fortes chances que la pratique aille avec. C'est les mêmes Ben, vétérinaires qui te jugent, entre guillemets, alors, ou... c'est un jury de vétérinaires et d'ostéopathes animaliers. Il y a les deux. D'accord, ok. Il y a les deux. Bon, après, comme dit, je stressais énormément pour la théorie, la pratique, moins, même si forcément, ça reste un examen, quoi. Oui, oui. Et comment un particulier il peut savoir que un ostéopathe a bien validé son diplôme, je ne sais pas comment vous dites, Oui, c'est ça. qu'il est bien, qu'il est reconnu, qu'il est allé jusqu'au bout de sa formation, on va dire. En fait, sur le site de l'Ordre des vétérinaires, on peut accéder à la liste des vétérinaires en exercice, mais aussi des ostéopathes en exercice. D'accord. Donc, sur cette liste, on peut voir les ostéopathes vétérinaires ou non qui sont habilités à pratiquer l'ostéopathie animale. Donc, c'est vérifiable. Ouais. D'accord. Et du coup, donc tout ostéopathe qui n'aura pas validé cette pratique et cette théorie auprès de l'ordre vétérinaire, à un moment, ne pourra plus. J'imagine qu'ils ont quand Tout même à mis fait. des dates qui permettent aux professionnels de s'organiser pour Euh, passer ces diplômes, quoi. oui, oui, oui. Bon, il y avait une période de tolérance qui était normalement jusqu'à fin 2019, mais comme ils ont organisé les premiers examens en 2020, ils Ah sont oui, restés tolérants, forcément. c'est sûr. Euh, ouais, et la période prendra fin là cette année au 1er juillet. D'accord. Donc là, Ok. par contre, à partir du 1er juillet, si on n'a pas validé, on ne peut plus pratiquer. D'accord. Ok. Amandine demande, du coup, vous avez aussi un numéro d'ordre une fois la pratique Oui, validée? oui, c'est ça. Ouais. Sauf que c'est un numéro sur la liste des ostéopathes, en fait. On n'est pas considéré vétérinaire non plus, hein. Mais c'est Oh, exactement ça. Moi, c'est 569. pas mal comme numéro. Ok. Ah tiens, est-ce que du coup, il y a une prise en charge par les mutuelles animalières? Alors, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Après, ça fait longtemps que j'ai pu regarder dans le détail, mais il y en a au moins deux. Je crois que c'est AXA et... Oh, je ne sais plus. Mais ça, au besoin, je peux le revérifier. J'ai régulièrement quand même des demandes de formulaires à remplir pour justement les mutuelles. C'est intéressant ça, Donc, ouais. ouais, ça vient petit à petit. C'est enfin, un petit peu comme pour les humains, j'ai envie de dire. Il y a des mutuelles qui nous Oui, remboursent la moitié de deux oui, séances, des choses comme oui. ça. Oui. Ça vient petit à petit, ouais. Mm. Ok. Amandine dit parce que mes mutuelles prennent en charge, mais uniquement veto. Alors, si numéro d'ordre, ça doit exister. Exactement. Oui, c'est exactement ça. La plupart des formulaires ne sont pas encore adaptés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la case ostéopathie ou autre d'ailleurs, mais c'est le même formulaire. Ok. Mhm. Il y avait d'autres choses à rajouter sur cette partie plus cursus formation pour... Pas particulièrement, juste, de toute façon, voilà, l'idée c'était d'être totalement transparente. Je regarde juste rapidement, j'avais pris deux, trois notes. Ah, juste si jamais il y en a qui cherchent à savoir un petit peu pour se renseigner pour eux ou des connaissances, il y a l'Union française des étudiants en ostéopathie animalière, l'UFEOA, en fait, qui sont très, très bons là-dessus. Ils peuvent vraiment conseiller sur quelle école intégrer de préférence, parce que, bon, un des billets du moment, c'est que les écoles sont en train elles-mêmes de travailler leur reconnaissance et certaines sont en train d'essayer de gagner beaucoup d'argent avant d'être obligées d'être fermées. Donc, c'est bien de se renseigner avant de faire les études. Si jamais vous connaissez des gens, n'hésitez pas à me demander, je vous renverrai D'accord. vers l'acte qu'il faut. Les Parce que gens qui veulent se réorienter ou qui veulent devenir ostéopathe, quoi. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que malheureusement, on est un peu dans une période transitoire avec les dérives qui vont avec, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir me demander si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous voulez vous réorienter vers Ça l'ostéopathie à marche. vie. Merci.
Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Yes. Donc, quel problème peut résoudre l'ostéopathie animalière? Et j'avais noté, quand doit-on prendre rendez-vous? Alors, globalement, alors la première chose à mettre de côté, à faire attention, c'est que ce ne soit pas un problème vraiment vétérinaire. Mais bon, bah là, c'est du bon sens. Quand on voit que, par exemple, il y a une boiterie vraiment énorme, on va d'abord demander l'avis au vétérinaire. Mais sinon, si on veut synthétiser, globalement, on prend rendez-vous quand on voit qu'il y a une diminution de mobilité, des difficultés à se mouvoir, des changements de comportement, parce que parfois, c'est tout simplement signe qu'il y a un mal-être au niveau du corps, et des légères boiteries aussi. Donc, c'est souvent consécutif à des grosses chutes, glissades, voire à des traumas. Suite à un accident, suite à une grosse opération qui a demandé de la rééducation, on peut participer à la rééducation, en fait. Là, globalement. Après, il y a les seniors et les juniors, je dis toujours. Donc, il y a aussi les suivis seniors, mine de rien pour le confort, pour la gestion des douleurs de l'animal qui vieillit, pour travailler sur ces compensations et faire en sorte que l'arthrose s'installe le moins vite possible. On ne peut pas l'empêcher de s'installer. C'est dégénératif, c'est comme ça, c'est incurable. Par contre, la nature n'aime pas le vide. L'animal qui ne bouge pas parce qu'il a mal, l'articulation ne bougera pas beaucoup, donc l'arthrose va s'installer plus rapidement. Alors que l'animal qui est à l'aise et qui bouge quand même, bah, l'arthrose s'installe moins rapidement, tout simplement parce que les liquides sont là pour réguler la mise en place de l'arthrose, pour parler de l'arthrose. Après, c'est pas parce que l'animal commence à prendre de l'âge qu'il faut à tout prix faire X séances par an. C'est chaque cas qui est différent. Mais quand on voit que ça commence à être un peu plus compliqué de se lever, que les longues balades, il n'a plus vraiment envie, là, on peut commencer à se dire, alors, il y a l'âge, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, de toute façon, il faut faire plus doucement. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a une douleur quelque part. C'est comme nous, la plupart du temps, c'est au niveau du dos. Bon, ça peut être aussi les hanches, ça peut être beaucoup de choses. Mais une lombaire qui fait mal, au bout de 3/4 d'heure de marche, juste ça tire tellement qu'il n'a plus envie, quoi. Donc, mine de rien, on peut aider à ce niveau-là. Oui, ça peut apporter vraiment du confort à l'individu. C'est ça, c'est ça. Pour les seniors, c'est vraiment ça, sachant qu'on adapte les techniques, du coup, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu, on ne va pas faire du trust, ce qu'on appelle communément le craquage, on ne va pas venir, allez hop, on remet. D'ailleurs, je ne fais quasiment pas ces techniques-là, mais voilà, on adapte les techniques en fonction de chaque cas, en fait. D'accord. Pour que ce ne soit pas traumatique, justement. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Le suivi, oui, je parlais des juniors aussi, le suivi croissance. C'est pareil, il ne faut pas se sentir obligé parce qu'on a un jeune de faire un suivi croissance. Mais mine de rien, des séances assez régulières pendant la croissance, ça peut aider à la croissance harmonieuse, le développement optimal et pareil, qui ne se fige pas. Surtout quand ils sont jeunes, limite, là c'est l'inverse que le senior, même si chaque individu est différent, mais si on doit faire un cadre global, le senior, il va plus s'écouter. Le jeune, pas du tout. J'ai mal, mais je m'en fous, quoi. Là, j'ai envie de courir, j'y vais. Et donc, il aura tendance à vraiment se faire, j'appelle ça toujours les couches d'oignon. Il va se créer des compensations pour avoir le moins mal possible. L'exemple typique, c'est le chien qui, depuis tout petit, quand il trottine, il est de travers au lieu de trottiner tout droit. C'est très souvent d'ailleurs, c'est souvent, je reparle d'une lombaire parce que c'est ce que j'ai le plus souvent, lombaire ou dernière thoracique, c'est que depuis tout petit, il y a une douleur là, mais quand il trotte de traviole, ça fait pas mal. Du coup, il continue, il garde l'habitude et puis ça donne une musculature un peu déséquilibrée, ça donne dans les plus vieilles années, ça devient plus compliqué. C'est qu'on peut intervenir sur les jeunes, en fait. Voilà. Et puis sinon, j'ai oublié la simple prévention, la séance pour être sûr que tout va bien. On n'a pas forcément remarqué quelque chose, mais c'est pas la plus urgente. C'est la séance. Justement, il y avait Maud qui demandait, j'aurais voulu savoir si c'était une bonne chose de voir un ostéopathe en préventif. Ma chienne Lola a une morphologie avec un poitrail assez lourd et je voudrais lui éviter des soucis avec le long terme sur ses appuis avant.
Eh ben là, voilà, oui, effectivement, dans ce genre de cas, là, quand je parlais de la prévention, c'est justement s'assurer qu'il n'y ait pas déjà un travail compensatoire qui est fait parce que, bah, pour donner son exemple à elle, elle a du coup le profil à être lourde sur l'avant. Donc, elle va beaucoup utiliser ses épaules, son avant-main tout simplement. Et on peut justement aider à redresser et rééquilibrer encore une fois à ce niveau-là. En fait, bah, en vrai, on dit ça pour les humains aussi, même si on ne le fait pas tous, hein, d'aller une fois par an. Mais idéalement, on a tendance à dire c'est bien de checker à peu près une fois par an, sans rester au calendrier au jour près, hein, mais de se dire ah bah tiens, là peut-être je peux checker si tout va bien. Surtout s'ils sont sportifs, s'ils sont actifs, hein, parce que mine de rien, ça, ils ont un peu plus facile à se faire, bah, ils ont des situations qui se présentent un peu plus souvent pour éventuellement se créer des douleurs, effectivement. Ok, bah du coup, Mélanie, elle a répondu. Mélanie demandait si un contrôle une fois par an, c'était bien aussi. Voilà, donc du coup, tu as répondu. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, parce que ça peut être aussi à l'observation. C'est ce qu'on a tendance à dire la plupart du temps. Ouais. Ça permet de checker. Ouais. Céline dit pour un chien, donc demande pour un chien qui fait de l'agility, à quand faire une séance? Il fait de l'agility très régulièrement, en mode compétition ou en loisir, loisir plus peut-être. Parce que s'il fait vraiment régulièrement, l'agility, ça fait partie des activités où on demande le plus de torsion, le plus finalement de réaction de mouvement rapide. Et parfois, on n'a pas trop le temps de les échauffer entre deux passages. Et c'est parmi ceux où j'ai le plus besoin de voir régulièrement, pour être honnête. Si je regarde dans les activités, la plupart du temps, c'est 2 fois par an. Donc, ça, 2 fois par an, c'est si tu remarques pas de Oui, problème particulier, oui, tu fais un check-up 2 fois par an, oui, par c'est ça. sécurité, quoi. Ouais, je dis ça aussi, on a tendance à le mettre en place. En tout cas, dans mon cas, moi, souvent, heureusement, c'est pas une généralité, mais souvent, quand on dit on fait à l'observation, il se passe 6, 8 mois avant que le propriétaire se dise ah là, quand même, je trouve qu'il a plus de mal les slaloms à gauche ou au bout de, si on fait une grande balade, il boite un peu. Donc du coup, j'ai tendance à demander si ça va 2 fois par an. Ouais. Céline, donc du coup, a pris le temps de répondre. Elle dit que le chien en fait 2 fois par semaine et pas de compétition pour le moment. D'accord. Donc en loisir quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, moi, enfin, j'aime pas forcer les séances non plus, hein, surtout quand je les connais pas. La plupart du temps, on fait une séance, on regarde comment ça se passe. Si on sent qu'il y a besoin, on en fait une plus rapprochée. Et après, on essaye plutôt d'espacer que l'inverse. Là, je répondais plus par rapport à mon observation d'une manière générale. Je vois que souvent, c'est quand même, on finit à 2 fois par an. Ouais. Maintenant, ça peut être une séance, on check, on voit si tout va bien. Si on sent que c'est limite, on en remet une peut-être dans les 2, 3 mois, mais c'est rare que je le fasse, hein, mais c'est si vraiment on sent qu'il y a besoin. Et là, on peut se dire, bah, on attend 1 an ou moins à l'observation. Et après, on s'adapte au rythme du chien, en fait, aux besoins du chien. Ok. Et Amandine demande s'il y a un nombre de visites annuelles à ne pas dépasser. C'est une très bonne question. Si c'était des techniques uniquement type trust, craquage, il ne faudrait pas en faire de trop, ça c'est vrai. Maintenant, en adaptant les techniques, c'est franchement au besoin. Malheureusement, elle n'est plus là. Ma doyenne, je la voyais tous les mois depuis presque 1 an et demi maintenant. Parce que de toute façon, si on dépassait, elle n'arrivait plus à marcher. Là, Euh, un chien ou d'un un cheval? chien, c'était un chien, D'accord. un petit Jack Russell. Ouais. Après, s'il y a besoin de vraiment souvent, hors cas comme là, elle avait quand même presque 17 ans. Elle avait un peu plus de 17 ans ou presque 17 ans quand elle est partie. C'était quand même un bel âge. Hormis des cas un peu particuliers comme ça, si on voit qu'il y a trop besoin, on va d'abord checker plus en profondeur au niveau vétérinaire, ne serait-ce qu'une imagerie, quelque chose, parce qu'il ne faut pas non plus faire uniquement des séances ostéo si le problème est peut-être ailleurs.
Si je fais qu'enlever le sparadrap à chaque fois, ça va mieux juste un temps. Et puis après, donc dans ces cas-là, c'est du cas par cas. C'est vrai que c'est compliqué à répondre, mais c'est du cas par cas. Si ça vient vraiment, vraiment trop souvent et toujours la même chose, parce que bon, il y a des casse-cous aussi, hein, tous les 2-3 mois, ils ont autre chose. Mais là, dans ces cas-là, on va investiguer plus loin. Donc, plus avec des spécialistes. Essayer d'aller chez le vétérinaire, faire des analyses approfondies pour vérifier qu'il n'y a pas un souci de santé qui fait que toi, tu ne peux plus intervenir ou tu interviendras plus tard quand le souci sera résolu. Voilà, ça, voir aussi, ça m'est arrivé parce que justement, je parlais de techniques que j'évite. Si par exemple l'animal a déjà un certain âge ou qu'on ne connaît pas son passé ou qu'il y a eu un trauma, si on fait les analyses vétérinaires, on sait d'où on part, je sais jusqu'où je peux aller aussi dans les techniques que j'utilise. Donc, je parlais par exemple du trust tout à l'heure. Moi, je l'évite, mais s'il y a besoin, parfois, c'est ça qu'il faut. Parce que si c'est bloqué depuis très longtemps, si les douleurs sont là, on peut stretcher autant qu'on veut. À un moment donné, il faut quand même remettre en place la mécanique, si je peux dire ça comme ça. Donc là, mais il faut quand même savoir d'où on part au niveau vétérinaire pour pouvoir bien remettre en place, sans risquer de faire mal en dessous, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que quand tu sais, quand Tao s'était blessé, Tao s'était blessé en courant dans la forêt, donc c'était l'année dernière, donc il avait 7 mois quand tu l'as vu. Oui. C'est vrai que je vais avoir tendance à d'abord t'appeler. Pour le coup, là, il boitillait, on va dire, on n'était pas, il avait Non, pas, oui, il y avait non. pas des symptômes qui étaient très importants. Et Oui. c'est vrai que j'ai plus tendance à avoir envie de t'appeler toi pour que tu vérifies s'il n'y a pas juste un truc de coincé et que tu Mhm. pourras en fait faire la séance. Parce que je me dis que si je vais chez le veto, ben, je vais forcément passer par des radios, donc ça va être tout de suite très invasif. Et anti-inflammatoire. Voilà, et anti-inflammatoire. Donc, un anti-inflammatoire chez un chiot, le problème, c'est que vous donnez un anti-inflammatoire chez un chiot, et ben en fait, vous avez un chiot qui se remet à sauter et à courir partout. Mais s'il a mal à la patte, c'est pas le super top. Bon, après, des fois, on n'a pas le choix, hein, je veux dire, mais Il donc faut. c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve à me dire qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord chez le veto, j'appelle d'abord Marianne. Bon, du coup, là, j'ai fini par y aller après parce que ça passait pas. Donc, on a quand même fait une radio pour que je sois sûre qu'il y avait rien de grave. Mais du coup, là, j'ai eu plus tendance à venir te demander à toi en premier. Et finalement, je suis allée chez le veto parce que, malheureusement, Malheureusement, c'était vétérinaire, oui. Ouais. Mais il le cachait bien, hein, parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement d'arriver et de voir, je le dis aux gens, je dis, ben là, il vaudrait mieux d'abord voir avec le vétérinaire. Mais j'avoue qu'il le cachait bien, Tao, hein. et je pense qu'en fait, peut-être que j'aurais pu ne pas aller chez le vétérinaire. Là, je l'ai vraiment fait par acquis de conscience en me disant, s'il y a un truc de grave, tu vas pas non plus abuser parce que tu veux pas faire des radios. Donc, j'y suis allée par acquis de conscience. Mais c'est vrai que là, le problème, c'était que il bougeait trop sa patte, en fait, qu'il aurait fallu mettre au repos. Voilà, donc ça a été compliqué à soigner parce que il n'était pas assez posé, quoi, tout simplement, quoi. Même le repos après séance ostéo, à l'âge là, c'est une Ouais. gageure. C'est une gageure, hein, oui. Oui, c'est compliqué parce que finalement, si tu promènes pas le chien ou s'il, enfin très peu, donc vraiment balade hygiénique ou longe, du coup tu te retrouves avec un chien qui va être surexcité à l'intérieur puis qui va glisser sur le carrelage. Oui. Au niveau articulaire, c'est pas terrible. Ah Là, oui, c'est vraiment pas évident. Ouais, Amandine, Tao et Bart, ils sont jumeaux. Et c'est vrai que quand tu parles de sa blessure, ça me fait penser, parce que Amandine, elle a ouais, Bart, il est plus âgé que Tao, mais il a du jus aussi. Donc là, on est sur du bull terrier. Donc il s'est blessé aussi. Et c'est vrai que là, tu disais qu'il commençait à être un peu chaud, quoi. Et c'est vrai que voilà, tu veux bloquer le chien pour qu'il soigne, mais en même temps, plus tu le bloques, plus dès qu'il a un soupçon de liberté, moi, il me faisait des allers-retours dans le jardin comme un. Et je me disais, oh là là. mais Mais c'est bon, ça. Et c'est plus de mal que de bien à la fin. C'est ça qui est oui, compliqué. C'est oui, quand on parle du repos après la séance, c'est vrai que je dis souvent, malheureusement, il faut trouver le juste milieu parce qu'on ne veut pas une boule de nerfs qui pète un plomb au bout de 3 jours non plus. oui. Donc, c'est essayer de modérer. Allons-y avec l'âge là, mais C'est c'est vrai que ça.
C'est vraiment pas évident à gérer. Alors, attends, je remonte un petit peu pour voir si j'ai pas… Ouais. Alors, Charlotte, elle dit que Saveto est aussi intéressé parce que la séance qu'a pu faire l'ostéo, en fait, pour le coup, là, il y a un travail conjoint, donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, oui, oh, c'est souvent, mine de rien. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant sur le terrain, ça se passe très bien. C'est vraiment dans les hautes sphères que ça D'accord. pose aussi. Bah oui, en fait, en plus, vous n'êtes pas concurrents, en fait. Bah non, bah C'est non. pas du tout Ouais. la même chose, quoi. Mm. Amandine dit, j'ai eu le cas de notre ancienne ostéo qui nous a envoyé au scanner avant de travailler sur son papibule. Effectivement, Mm. peut-être que ça t'est déjà arrivé de dire à des clients, non, mais là, il faut d'abord voir le veto avant que je le touche, ce chien. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, elle confirme, hein, c'est compliqué le repos, on balade un peu, mais c'est galère. Heureusement, les filles sont sages, elles, durant le repos. Tu m'étonnes. Oui, parce qu'elle a 3 chiens. Myriam dit, mon ostéo me demande de venir tous les 2 mois pour 2 chiennes de 10 ans. Une Ouais. chienne qui a un traumatisme ancien, patte arrière non soignée, origine inconnue. Par moment, elle marche sur 3 pattes et un teckel qui est casse-cou. Tous les deux ont de l'arthrose. J'avais l'impression que c'était trop, point d'interrogation. Pour la petite qui a un problème à sa patte, j'ai trouvé une nette amélioration, alors je l'écoute et j'y vais tous les 2 mois. Oui, je pense, on rentre un petit peu dans l'exemple que je donnais avec ma petite mamie que j'avais jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est aussi vraiment du cas par cas. C'est pour ça que je disais, c'est un peu compliqué de répondre. Pour moi, c'est pas forcément trop. En tout cas, il n'y a pas, par définition, il n'y a pas de trop, surtout si on constate que ça va mieux, c'est ce qu'il lui faut. Après, à discuter effectivement avec l'ostéo, même si elle le proposera certainement d'elle-même, il y a peut-être un moment donné où on peut dire, ah bah tiens, là, on a vu 2 mois, je sais pas, je sais pas quel est le cas, mais disons, si au bout des 2 mois, à chaque fois, il y a quand même un assez gros travail à faire, c'est que vraiment, c'est une bonne échéance. Si on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a vraiment de moins en moins, bah, rien n'empêche d'essayer 2 mois et demi, 3 mois, et puis au fur et à mesure de regarder jusqu'où on peut gagner. Et il y a un jour où ça s'inversera parce que malheureusement le temps avance plus qu'il recule. Mais c'est quelque chose que ça, moi, j'ai assez régulièrement quand même aussi. Ce que je vois assez régulièrement, on essaye de trouver vraiment la périodicité qui va à chaque individu. Je donnais l'exemple tout à l'heure, on peut aussi très bien dire on fait une fois une bonne séance, s'il faut une rapprochée pour bien mettre les choses à plat. Et après, on se dit, bon, bah voilà, on observe et on essaye de tenir jusqu'à 1 an et puis on regarde au fur et à mesure, on ajuste et peut-être que le chien, une fois par an, ça suffira et peut-être qu'il aura besoin tous les 6 mois. C'est vraiment du cas par cas. Chaque Ok. individu a son corps et l'utilisation propre de son corps. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment dire, il n'y a pas vraiment de règles précises, strictes à chaque individu, quoi. À tous les individus, pardon. Après, c'est vrai qu'en tant que propriétaire de chien, c'est pas toujours facile surtout sur un chien qui commence à avoir des problèmes articulaires, c'est pas forcément facile de dire, bah, est-ce qu'il faut que je la rappelle? Est-ce que c'est normal? Ah Parce que bah ouais, bah t'as bien sûr. l'âge qui fait que de toute façon, tu vas pas non plus transformer un chien de âgé en chien jeune. Ah, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Ce qu'on veut, c'est lui trouver le meilleur équilibre possible, hein. Et là, clairement, c'est surtout, ben, comme tu fais, hein, selon moi, c'est à l'observation. Tu sais qu'il y a des moments où elle est un petit peu plus raide, où bah, c'est normal, entre guillemets, puis il y a un moment donné où tu trouveras elle est quand même un peu trop raide, quoi. Donc là, on va l'aider à repartir un petit peu sur de meilleures bases à ce moment-là. Myriam demande, est-ce que c'est obligatoire enfin, je pense que c'est une question, hein, Myriam. Oui. Est-ce que c'est obligatoire les 2 jours de repos après la séance? C'est fortement recommandé. Ça dépend totalement de chaque séance, comment elle se passe. À savoir que
sauf de très, 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 très rares cas, ça a dû m'arriver 2 fois en 6 ans, il y a toujours un rééquilibrage, quelque chose à faire. Nous, on va chez l'ostéopathe demain, même si on n'a pas particulièrement mal quelque part, il va nous trouver une épaule un petit peu en désordre ou une lombaire ou autre. On en a tous et justement, on cache tous nos déséquilibres, on s'en rend même pas compte, on vit après avec une normalité qui n'est pas normale. Et les animaux, c'est normal, il a l'impression d'être droit, mais en fait, non, il a juste compensé et il se rend plus compte en fait qu'il n'utilise pas son corps correctement, si on peut dire. C'était quoi la question? Je me suis emmêlée. Non, non, en fait, c'était est-ce que les 2 jours de repos après la Ah, séance… voilà, pardon. Du coup, donc effectivement, ce qui se passe, c'est que nous, on donne les clés au corps. C'est vrai qu'on rééquilibre, c'est vrai que logiquement, après la séance, on voit déjà que ça va un petit peu mieux, mais c'est jamais 100% tout de suite. Il y a forcément des contractures musculo-tendineuses, il y a forcément des petits déséquilibres, certaines chaînes musculaires qui sont plus étirées que la normale, d'autres plus contractées. Et ça se relâche dans les jours suivants. Et on demande le repos parce qu'en réalité, c'est le corps qui finit le travail, c'est l'animal qui va finir de se rééquilibrer. Et s'il n'a pas les jours de repos, le risque d'un mouvement brusque ou d'un effort dans la période où le corps a besoin vraiment de se poser, c'est qu'il retombe dans son souci qui a été travaillé. Parce que, comment dire, le déséquilibre ne demande que ça. Il y a un côté qui tire et l'autre qui ne veut pas. On demande du repos pour que ça se remette bien. On donne un petit coup sec là-dessus. Hop là, la vertèbre se redéplace. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on repart en arrière. D'accord. Donc, vivement le repos, ouais. pour capitaliser la séance, quoi, finalement. Exactement. En fait, en gros, le corps travaille en réalité à peu près une dizaine de jours après la séance. Mais le plus gros du travail, c'est les 2-3 jours suivants, voire un peu plus selon les cas. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent un petit peu fatigués ou qu'ils n'ont pas trop envie, ils sont courbaturés. Parfois, ils semblent même moins bien qu'avant la séance le lendemain. Bon, c'est censé aller de mieux en mieux de jour en jour après, mais c'est vrai que parfois les courbatures sont là et ils ne savent plus trop comment se placer. Ils ont vraiment besoin de se poser et de reprendre leur proprioception en fait. Et ça se fait dans les jours suivants. Ok. Alors, attends. Ouais, c'est tout bon. Alors, je retrouvais ma bonne question. Je dis celle-ci, je l'ai déjà posée. Donc, mon chien n'est pas sociable, il peut être même agressif envers une personne qu'il ne connaît pas. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un ostéopathe? Alors, c'est très très bonne question. C'est clairement délicat. Après, moi, jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé des solutions. J'ai jamais eu jusqu'à maintenant à abandonner. Par contre, ça m'est arrivé de m'y prendre en plusieurs fois. Je veux dire par là, déjà, je prends le temps. S'il faut, on fait une séance d'habituation où, au final, c'était pas un chien agressif, mais j'ai plutôt des chiens craintifs. Oui. Et on ne veut pas qu'ils gardent vraiment une mauvaise idée, un mauvais souvenir de la séance. Donc, on prend vraiment le temps. Et dans l'extrême, ça m'arrivait de laisser tomber la séance et on est parti se promener pendant une demi-heure pour que le chien s'habitue à moi. Il y a d'autres chiens où on a commencé par aller se faire une balade de 10 minutes, un quart d'heure pour que, pareil, que le chien s'habitue à moi. Mais après, pour être honnête, souvent on est surpris parce que le temps de faire l'anamnèse, de discuter déjà entre nous, parce qu'on parle du cas, on parle du chien, la plupart du temps, il a le temps déjà un peu de se poser, on fait connaissance, on fait 2-3 gratouilles et généralement, généralement, il n'y a pas de souci. Ce qui m'est déjà arrivé, je réfléchis, c'est même pas tellement le chien agressif à la base, mais très douloureux. Enfin, si parmi ceux qui sont là, certains se sont déjà bien bloqués le dos, on n'a pas très envie que quelqu'un qu'on ne connaît pas arrive et nous prenne en main et aille poser les mains pile là où ça fait mal, quoi. Donc le chien le plus gentil
peut se retourner parce que voilà, il veut pas qu'on y aille. Il t'a prévenu 15 fois avant, mais tu as continué à masser. Donc bon, même en faisant des pauses et tout, parfois, voilà, ils en ont un peu marre. Ça m'est un peu arrivé. Généralement, c'est là que le propriétaire vient parce que bah, voilà, il va lui parler, il va le câliner, il va le calmer un peu. Et puis, on fait des pauses. On fait des pauses, on fait toutes les pauses qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Dans les chiens, ah si, j'ai eu une malinoise un coup qui a même réussi presque à me pincer quand je suis arrivée à travers la muselière, mais qui était en soi adorable, elle avait juste peur. Pour donner son exemple à elle, elle était d'abord la pauvre, elle n'en pouvait plus, elle avait vraiment extrêmement peur, mais du moment que sa propriétaire est venue, lui a demandé un peu de se coucher, que j'ai réussi à travailler sur une zone, que j'ai réussi à la relâcher. Après, la chienne, elle était... En général, c'est ça qui se passe. Il voit d'un coup, ah ouais, ah bah ça va mieux. Et puis, il se pose. Généralement, chaque cas est particulier. Hein. Peut-être qu'un jour, j'en aurai un, ça ne pourrait pas. Hein, mais... Ah pardon, ça... J'ai pas vu que tu parlais. Ils savent pas ce que tu vas leur faire. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais généralement, ils se posent et après, au final, ça se passe bien. Bon, peut-être qu'un jour, je devrais abandonner, ça ne m'est pas encore arrivé. D'accord. C'est plutôt rassurant. En tout cas, une personne qui a un chien ou très craintif ou qui peut présenter du coup des comportements agressifs par peur, hein, il ne faut pas hésiter quand même à appeler parce que finalement, il y aura des solutions qui vont se Il y a trouver pour toujours pouvoir des soigner ouais. l'individu. Quand j'ai commencé, j'ai acheté des muselières de toutes les tailles et je les ai jamais sorties de leur emballage, pour dire. C'est à l'école, j'ai surtout acheté des muselières. Je les ai jamais sorties. Par contre, j'ai 2-3 cas où les propriétaires d'eux-mêmes, mais même si n'importe qui vient, ils les mettent. Donc bon, du coup, je vais pas dire enlevez-les quoi. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Ils savent pourquoi ils la mettent. Ouais, voilà. Ouais. Alors, Bart, Amandine dit avec Bart qui est difficilement manipulable par les personnes étrangères, donc elle met une muselière, Oui. un peu de CBD, elle lui donne un peu de CBD pour qu'il se détende et au début, il peut montrer des signaux d'inconfort et ensuite, il se détend. Charlotte dit pareil de son côté. Après, j'imagine que si la personne voit toujours le même ostéo, il y a quand même un lien qui va finir par se créer entre l'ostéo et le chien. Voilà, où le chien va te reconnaître en fait, quoi. Ouais. Ah oui, Honnêtement. c'est elle qui m'a fait du bien l'autre fois. Ben ouais, en fait, C'est c'est vrai, hein, nickel, hein. ça fait super plaisir, ouais. C'est exactement ça. Ça fait super plaisir parce que du coup, tu arrives, tu es accueilli par celui qui te regardait Ah un oui, peu oui. avant, tu vois. Ça montre que tu lui as vraiment. Il se rappelle que tu lui as fait du bien, quoi. Voilà. Et je voulais juste revenir sur le CBD. Oui. Je ne suis pas contre du tout parce que peut-être qu'effectivement, il lui faut ça. Mais si c'est possible, je dis bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre. Pour les séances, c'est toujours recommandé d'essayer d'éviter tout ce qui est produit qui peut interagir sur le nerveux. Parce que comme en ostéopathie animale, on n'a pas l'animal qui vient en disant quand je me lève le matin, j'ai mal un petit peu là dans le dos. Nous, on va vraiment faire un check total du corps et on est vraiment à l'écoute de toutes les réactions du corps, nerveuses, musculaires. Et bon, logiquement, c'est pas le CBD qui va empêcher d'avoir une réponse. C'est quand même une action de détente, même musculaire. Voilà, c'est ça. Mais ça pourrait cacher des signes qui peuvent nous amener, nous, à aller travailler au bon endroit tout de suite. C'est une possibilité. Maintenant, il vaut mieux le donner. C'est une chienne, hein, c'est ça? Non, c'est un C'est chien. pas un chien, pardon. Si le chien a vraiment du mal, il vaut mieux lui donner qu'il le vit vraiment pas bien. Mais s'il y a moyen d'essayer d'éviter. Ok, c'est une bonne remarque. Alors, attends, je remonte un peu. Voilà, elle dit qu'elle prend note et qu'elle essaiera la prochaine fois sans pour voir si ça le fait quand même ou pas. Faut pas, voilà, faut que ça marche, faut que ça aille. Hein. Et la chose qui se développe le plus en plus, et j'en suis ravie, je vois de plus en plus de propriétaires s'intéresser au medical training, justement. Oui.
Donc ça aide énormément. Ça aide énormément parce que ça donne quand même des codes. Moi, j'ai beau être à l'affût des signaux d'inconfort, s'il y a déjà un langage entre le propriétaire et le chien, ça aide énormément, quoi. Ça peut aider beaucoup. Oui, il faut pas hésiter pendant la séance. Moi, je n'hésite pas pendant que Marianne manipule Blue, par exemple. Enfin, manipule, c'est pas le bon mot, mais soigne, on va dire. J'hésite pas à donner des friandises. Ça me permet déjà de voir si elle les prend, que finalement, ça se passe plutôt bien pour elle. Si elle les prend pas, je sais que voilà. Par contre, c'est pas évident ce moment qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est un bon signe, un bon symptôme de bien-être ou de mal-être en fait chez le chien, s'il prend la friandise ou s'il ne la prend pas. Il ne faut pas hésiter donc à récompenser ou à là, on n'est pas sur la récompense, on est plutôt sur l'association, c'est-à-dire, ben voilà, t'es gentil, tu bouges pas, laisse-toi faire, ben merci, et puis voilà, on va renforcer le comportement de calme, on va apporter quelque chose de sympa au chien pour qu'il supporte mieux le moment, parce qu'effectivement, s'il a mal à certains endroits, ben Marianne, elle va aller toucher des endroits que le chien est sympa de laisser toucher quelque part quand même. Oui, tout à fait. Donc avoir des super friandises à ce moment-là, je pense que c'est super intéressant. Et donc, medical training, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on va parler même de soins coopératifs, même plus que de medical training. Oui, tu as raison. Ouais. Apprendre à vos chiens, à nos chiens, à être touchés, à rester calmes alors qu'ils sont touchés, à plein d'endroits différents sur le corps, à faire des associations positives en fait avec ces différentes manipulations qu'on peut faire sur eux. Et puis, si on, dans le nec plus ultra, l'idéal, c'est de le faire par des gens qui viennent à la maison, en fait, que le chien ne connaît pas, pour que le chien vraiment généralise ses manipulations, même à quelqu'un qu'il ne connaît pas, pour que l'ostéopathe voilà, soit associé tout de suite ou rapidement à des manipulations que le chien connaît déjà et qui sont associées à quelque chose de chouette, quoi. Donc ça peut vraiment aider. Après, si le chien a mal, bon, voilà, c'est comme chez nous, hein, quand on a mal, on n'a pas forcément envie d'être touché et c'est toujours difficile de leur expliquer pourquoi on va les toucher, pour justement les soulager. Donc, bon, il y a toujours une partie qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement, quoi, hein. Alors, attends, j'avais une question un peu plus haut qui était assez technique. Je vais te la lire, je vais te la lire telle qu'elle. Vas-y. Donc, bonsoir. Est-ce qu'il peut être fait sur une seule séance? Accroche-toi. Enfin, moi, je m'accroche, en tout cas. Symphyse, sphéno-basilaire, donc entre parenthèses SSB, SB, oui. torsion gauche. Est-ce qu'il peut être fait sur une seule séance? Alors, ça a un petit peu coupé. Après SSB, entre SSB et torsion gauche, c'était 2 points. Ah, la SSB en torsion gauche. Oui, bah, ça peut être fait si effectivement c'est comment dire, la restriction du moment à travailler. Mais c'est pas, comment dire, comme toutes les restrictions, c'est pas forcément comment dire, il y a parfois des tensions qui ont besoin d'être là. Donc nous, on va relâcher au maximum, mais je ne sais pas si la question, c'est l'idée de la relâcher complètement. Mais oui, c'est possible. Mais j'ai du mal à mettre le contexte. Je sais qu'on parle de crânien, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi la question, en fait. Si c'est un problème que le chien connaît déjà, ou... Puis, si tu peux peut-être un tout petit peu plus détailler éventuellement, si c'est intéressant de détailler, à toi de voir pour aider un peu Marianne si tu veux qu'elle te réponde un peu plus précisément. Parce que oui, c'est pas que, enfin bon, ça, on va pas rentrer dans le cours de crânien, mais c'est pas que la SSB qui est en torsion, mais effectivement, c'est du travail, là, c'est du rééquilibrage vraiment au niveau du crâne, de la base du crâne, de ce qui maintient les méninges. Alors, j'ai Véro, c'était cette question-là, je savais qu'il y en avait une que j'avais loupée. Donc, est-ce qu'un harnais anti-traction peut faire des dégâts sur les articulations du chien? Oui, Je précise que j'utilise le côté anti-traction de mon chien car j'ai une fracture de l'épaule et maintenant capsulite. Non, mais on t'en veut pas, Véro, on va pas te taper dessus, t'inquiète pas. mais non, Donc, ça va pas être
tu veux, la laisse, elle est mise sur le poitrail Oui. pour limiter la force qu'a le chien quand il tracte, quoi. De toute façon, en fait, il faut vraiment dédramatiser dans le sens où un collier, c'est pas top, un harnais pas adapté, c'est pas top, faire trop de sport, c'est pas top, pas faire de stop, c'est pas top. Il y a malheureusement toujours moyen que ça se passe pas bien, qu'il y ait un souci. Ces harnais-là, typiquement, parfois, on a tendance à un petit peu à les chasser, effectivement, par rapport aux soucis qu'on peut avoir au niveau des épaules. Je dis ça dans le sens où, si on prend les statistiques, ce type de harnais, oui, on peut avoir parfois des soucis d'épaule ou au niveau des thoraciques entre les épaules. Maintenant, si c'est le harnais qui lui va le mieux et qu'il lui faut ça pour que ça se passe bien, on va pas non plus le terme m'échappe, on va pas fustiger le propriétaire parce qu'on utilise le harnais là. C'est parce que, par exemple, je prenais l'exemple du collier. À choisir, il vaut mieux un harnais qu'un collier, mais à choisir, il vaut mieux un collier sur un chien qui tire pas qu'un harnais pas adapté sur ce même chien. C'est malheureusement pas si simple. C'est vraiment, on en revient un petit peu au cas par cas. L'idéal, dans tous les cas, c'est le harnais bien adapté et si possible, pas forcément ceux qui sont anti-traction, etc. Mais j'ai envie de dire, si on les met, c'est qu'il y a une raison. Donc, ça se travaille, ça, voilà. Oui. Ça, qu'est-ce que ça... Alors, parce que moi, par exemple, quand on a fait le live sur les harnais, c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai utilisé les harnais refoire, en fait, donc qui sont ergonomiques, donc les épaules sont bien dégagées. Par contre, tu as bien un anneau sur le poitrail. Et puis Oui. donc, pour les chiens qui tractaient fort, pour aider le propriétaire à tenir le chien, Oui. pour que le chien s'appuie moins facilement sur la sellerie, on mettait donc le mousqueton sur le poitrail. Le Oui. problème, c'est que comme c'est quand même pas des harnais qui sont vraiment faits pour ça, ce qu'on se retrouvait, donc si tu veux, on va dire que ma fermeture, c'était l'anneau, tu te Ouais. retrouvais avec le harnais qui était là sur la En pointe de général, voilà. Et on se retrouve en général à tirer que d'un côté. Enfin, oui. le chien tire quasiment toujours du même côté. Donc, on se retrouve avec naturellement un déséquilibre qui peut se fixer avec le temps, oui. Et c'est quelque chose. Alors, avec le harnais animalin, s'il faut nommer une marque, en fait, donc tu as quand même moins qui est vraiment conçu pour le côté anti-traction, avec Oui. vraiment une sangle en fait sur le poitrail, où du Oui. coup le harnais ne tourne pas comme peut le faire le refoire. En fait, tu peux créer donc un problème articulaire si ton chien se balade tous les jours en tractant sur le harnais comme ça, ou ça peut, si ça arrive 3 fois par semaine, toutes les semaines, ça peut créer le problème. Est-ce que tu le sais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites réellement là-dessus? Est-ce qu'il faut une fréquence tous les jours pour que ça crée un traumatisme articulaire? Ou est-ce que régulièrement peut suffire à créer un traumatisme? Et dans la mesure où ça le fait, est-ce que du coup, une visite ostéo plus régulière peut-être va éviter le temps de l'apprentissage? Parce que l'objectif, Véro, c'est qu'à un moment, tu n'as plus besoin de ce côté anti-traction avec ton chien. Est-ce que, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, la visite chez toi, par exemple, va limiter les problèmes qui peuvent être créés par le harnais quand il est utilisé de cette façon-là, quoi. Alors, ça va. On peut effectivement remettre. Oui, non, mais c'était très clair. Bon, ça va. Enfin, moi, j'ai compris. Bon, ça Sans va. problème. En fait, c'est pas vraiment l'ostéopathie qui va limiter les soucis du harnais, mais je pense que je vois ce que tu voulais dire. Effectivement, en fait, si ce harnais-là peut amener à des problèmes physiques, c'est clair qu'en faisant la séance, on va réharmoniser et on va aider à accompagner la transition. Voire, comme tu disais, ça reste s'il y a besoin de ce harnais, on fustige personne. Il n'y a pas vraiment le choix. Et c'est pas parce qu'il l'a d'ailleurs. C'est vrai qu'on va dire statistiquement, même si c'est plus des statistiques, je ne sais pas s'il y a vraiment des études sérieuses qui ont été faites, mais même si on parle entre nous, entre ostéo ou autres, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui reviennent. Mais encore une fois,
pour parler aussi de, tout à l'heure, tu parlais de marque, pendant très longtemps, là, on dit toujours, maintenant, on voyait que les Julius, et maintenant, on dit tout sauf un Julius. Mais il y a certaines morphologies de chiens sur qui le Julius va très bien. Donc, c'est vraiment, et puis il y a plusieurs différentes marques, quoi. Et pour parler de celui-là, si ça se trouve, le chien, s'il tire régulièrement, c'est pas pour autant qu'il va se faire mal. Surtout que celui-là, comme tu disais, est quand même relativement bien équilibré. Il va y avoir un déséquilibre, il y a insistance. Si vraiment il va tirer longtemps sur des moments qui durent, ou quand il y a un mouvement généralement brusque, imprévu, pour résumer. Ça va être vraiment genre, je vois un lapin passer, et puis d'un seul coup, je me fais arrêter par le harnais. Mais c'est pas parce qu'il le fait une fois qu'il va faire mal. Il sera plus important si le chien est donc attaché au niveau du poitrail que si c'est au niveau du dos, parce que là, du coup, le chien va être pris dans sa globalité si la tâche est sur le dos, alors que là, sur le poitrail, ça va le dévier sur le côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, comme je disais, c'est pas parce qu'il a celui-là et qu'il a des fois des réactions peut-être un peu vives qu'il va se faire mal. Hein. C'est pas non plus une. C'est pas une règle. Ouais, c'est pas une règle. C'est pas parce qu'il a le. C'est pareil. C'est pas tous les colliers, tous les chiens qui ont un collier chez qui je trouve un gros blocage cervical non plus. Hein. C'est juste s'il faut choisir, on oriente vers entre guillemets le mieux. Mais utilisé correctement et puis transitoirement, il n'y a pas forcément de raison que ça génère des problèmes. L'objectif, de toute façon, c'est de ces outils, c'est que ça reste des outils provisoires ou ponctuels à des moments dont on a besoin par rapport à l'histoire de son chien, etc. Vérody, donc il tire uniquement lorsqu'il croise un chien qu'il n'aime pas, donc ça limite car il ne tire pas du tout en dehors des croisements. Ok. C'est pas comme s'il tirait toute la balade. Alors, Charlotte dit les harnais à double attache, le truc, c'est pas de les utiliser avec les deux attaches en même temps et donc deux laisses, ça limiterait pas de se faire tracter, de mettre le harnais de traviole. Non, si ton chien, en fait, tu vas vraiment utiliser la boucle de poitrail pour bloquer ton chien. Donc, ça va quand même avoir cet effet où il va se retrouver quand même un peu sur le côté, même si tu as une laisse attachée sur le dos. Ça, Oui, ça va être en deux temps, mais il y aura quand même l'action du poitrail. Ouais. Alors, du coup, Mickey, donc, qui avait posé la question avec les termes que je ne connais pas, Oui. que toi tu connais, donc ça c'est déjà bien. Donc, donc c'était sa première consultation. Elle avait des douleurs lors des sauts. Du coup, elle a eu une consultation et l'ostéo nous a dit qu'elle s'était déplacée 4 vertèbres, L1, L3, L5, C5, côté gauche. Et donc, ta question, c'est de savoir, est-ce que c'était possible, est-ce que c'était une seule consultation suffit pour ça ou pas? En fait, c'est ça ta question, Mickey. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avoue que j'étais restée bloquée sur la SSB. Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les animaux sont juste magiques là-dessus parce que franchement, j'ai très souvent le cas où moi-même, je dis au propriétaire, il faut vraiment surveiller. Peut-être qu'on aura besoin de refaire une séance rapprochée parce qu'il y avait vraiment beaucoup. C'était costaud, c'était bien figé. Et en réalité, je parlais des jours suivants où c'est leur corps qui travaille. Ils ont encore chez moi, ça a figé. Oui, il y a eu un petit moment de latence, ouais. D'accord. Oui, donc je disais, pas pour répondre rapidement, en tout cas, oui, il y a généralement pas de souci. Il arrive qu'on ait besoin de refaire une séance, mais franchement, je pense que j'exagère pas, 9 fois sur 10, parce que je préfère toujours prévenir que peut-être il y aura besoin, si je sens que c'était très costaud, si je sens que c'était très figé, ou là depuis longtemps. Mais franchement, très souvent, en fait, ils se remettent 1000 fois mieux que nous. Hein. Nous, on irait 3 fois chez l'ostéo, que eux, une fois, en général, ça suffit. Et si on le check derrière, ça se précise souvent. Parce que je sais que j'ai souvent quand même, forcément, on n'est pas sûr de bien voir. On a peur qu'il y ait quand même une douleur qu'on ne voit pas, donc on essaye quand même, on fait une séance et très souvent,
au final, ce n'était pas obligatoire. Ok, bah, j'espère que Mickey, ça a répondu à ta question. Oui, sinon, il ne faut pas hésiter, hein. Oui, ça a l'air tout bon. Elle te remercie. Je ne sais pas, Niki, peut-être. À quel âge, donc du coup, à quel âge on peut démarrer à quel âge tu vas prendre rendez-vous pour voir un ostéopathe? On va dire, bon, si tu as des soucis de mobilisation, j'imagine que tu te poses peut-être moins la question, mais si tout va bien, à partir de quel âge tu vois un ostéopathe en fait? D'accord. On a, au niveau des avancées des connaissances, on commence, comme pour les humains, en fait, pendant très longtemps, on disait les bébés, on ne fait pas. Et maintenant, on se rend compte, si je prends le parallèle avec l'humain, les nouveau-nés, c'est même le lendemain, des fois, qui sont vus par l'ostéopathe. Leur premier jour, ils sont déjà manipulés au niveau du crâne. Alors, je ne vais pas du tout jusque-là pour les chiens, les chats, hein, ni les poulains d'ailleurs. Mais en général, si je devais donner un âge, je dirais à peu près 2-3 mois. En gros, au sevrage ou un petit peu avant. Mais en gros, dans la période-là, ça dépend, limite, ça dépend surtout de la taille des races. Oui, la taille du chien. Si on parle d'un Leonberg, je vais dire plutôt 2 mois. Un chihuahua, on peut attendre 3 mois sans trop de problèmes parce que la croissance est différente. Alors, il aura d'autres problèmes. Il aura pu tomber d'une chaise où pour lui, il y a plus de conséquences qu'un Leonberg, par exemple. Mais généralement, oui, plutôt, sauf problème type bébé nageur, où là, c'est vraiment dès les 15 premiers jours de vie, où on va faire le maximum. Honnêtement, c'est en général un peu, pour les suivis d'élevage que j'ai, je vois des chiots juste avant qu'ils partent, en fait, chez leur propriétaire, donc au moment du sevrage. D'accord. Donc, ça peut faire partie du professionnel à voir quand tu adoptes un chiot, si ça n'a pas été fait par Ouais, l'éleveur. ça pourrait, ouais, ouais. D'accord. Ok, j'imagine qu'à l'inverse, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est ça. dans l'autre sens. En fait, s'il y a des contre-indications, ce sera vraiment, plutôt que de parler d'âge, on peut parler peut-être de contre-indications. C'est quand il y a des grosses inflammations, quand il y a des fractures ouvertes, par exemple, vraiment du gros problème. Même les hernies discales, on revient énormément dessus parce que maintenant, on a des techniques qui permettent un peu d'aider au niveau de la hernie pour qu'elle se résorbe un peu. On travaille autour. Donc, on va surtout pas manipuler l'articulation en cause, hein, mais on va travailler autour. Donc, au final, on peut intervenir sur presque tous les cas, sauf effectivement tout ce qui est inflammatoire et cancéreux, par exemple, avec métastase. Parce que là, il faut éviter de mobiliser, sinon ça aide à la diffusion des métastases et on veut tout sauf ça, quoi. Ouais. Ok. Et j'avais fini, donc peux-tu nous raconter Alors attends. Alors, Raphaël demande pour une hernie inguinale. Est-ce que tu peux Ah faire oui, ça? c'est encore autre chose, effectivement. L'hernie inguinale, c'est beaucoup plus délicat pour être honnête. On peut travailler sur les fascias. On va aider à ce que, on peut aider quelque part à travailler sur les fascias pour rééquilibrer. Ça va aider à la résorption de la hernie, mais c'est quand même avant tout vétérinaire à faire suivre par le vétérinaire. Disons que là, on va être en support des soins vétérinaires pour l'hernie. Après, il y a différentes phases, hein. Stades. Donc, tout dépend de la hernie. Est-ce qu'elle est légère? Est-ce que vraiment c'est la grosse hernie qui pend au niveau du ventre? L'âge de l'animal rentre en cause aussi. Maintenant, Là, c'est sur un chiot. ouais, sur un chiot. 5-6 mois, je ne sais plus quel âge il a. Moi, 6 mois, je crois. D'accord. Tu peux nous dire, et je ne crois pas que ce soit très prononcé encore. Raphaël, si tu veux donner un peu plus de détails éventuellement. La Euh, seule oui, vas-y. Oui, pardon, désolée. Euh,
de mon point de vue, en tout cas de ce que je connais au niveau des hernies, on va vraiment travailler au niveau des fascias, au niveau viscéral aussi, pour relâcher et retendre ce qui doit l'être, pour aider un peu à ce que ça remonte. Mais ça, c'est pas forcément la technique ostéopathique qui va faire que ça remonte. C'est un peu comme les cryptorchides, ou enfin, quand il y a une particule qui n'est pas descendue, par exemple, on peut aider, mais ça dépend du stade et ça dépend où elle est, en fait. Si elle est complètement inguinale, on aura peu d'action, par exemple. Mais dans d'autres cas, on peut aider à ce qu'elle descende. Donc là, voilà, la 6 mois, Moon, et donc c'est une petite hernie. Voilà, le veto lui a dit que c'était à surveiller, quoi. Oui. Mais voir un ostéo pour ce petit truc-là, ça peut aider. Ça peut aider. Alors, j'ai du mal à répondre parce que j'ai pas envie de dire l'ostéo va vraiment aider l'hernie à remonter, clairement. Par contre, on peut relâcher les tensions qui sont autour, et à ce niveau-là, oui, le fait que le corps soit plus à l'aise, plus rééquilibré, ça peut effectivement aider à l'homéostasie à se mettre un peu plus vite en place et éventuellement refermer au niveau de l'hernie. Mais c'est pas l'ostéopathie qui est la technique recommandée pour les hernies, ça c'est clair. Ouais. Je parlais d'hernie discale tout à l'heure surtout. Oui. Peut-être mal exprimé, mais c'est une bonne question. Je pense que du coup, ça lui a fait penser à son hernie à lui. Oui, c'est une très très bonne question. Il te remercie. Avec plaisir. J'ai Cindy donc, qui partage une expérience personnelle. Donc, Lia faisait des accrochements ou décrochements de rotules. Oui. Donc, pas de coincée sous elle, qu'elle arrivait à se remettre toute seule. Pour le veto, c'était faute à pas de chance, défaut de conformation mais peut-être obligé d'opérer. Au final, ostéo, shiatsu, plante en complément alimentaire, problème réglé, et depuis 3 ans, elle ne le fait plus du tout. Elle était en croissance, j'imagine. Cindy, si tu peux préciser. Oui, pas de souci. Les accrochements de rotules, en fait, ça arrive très fréquemment pendant la croissance des chiens et ça peut effectivement se régler par après. C'est vraiment la laxité ligamentaire qui est due aux hormones de croissance qui fait que parfois les ligaments tiennent pas suffisamment bien la rotule. Et Elle avait pour un an. ouais, un an, c'est encore, voilà, elle est sur la fin de la croissance. C'est possible que ce soit lié à ça. C'est possible. Et c'est vrai que très souvent, ça se remet en place, et aussi tout simplement en marchant beaucoup, en musclant les quadriceps. Parce que le fait qu'on muscle le quadriceps, ça va tirer sur les ligaments et ça va mieux tenir la rotule, en fait, tout simplement. Parce que les ligaments peuvent être trop laxes parce que génétiquement, c'est comme ça. Ou alors, le creusement au niveau de l'os pour accueillir la rotule n'est pas suffisamment profond. Ça arrive aussi. Mais le fait de bien muscler, ça va bien tendre tous les ligaments croisés, enfin tous, qui sont autour, et ça va aider à maintenir la rotule. Oui, Véro, qui a eu le même souci avec Nash, a eu des séances piscine. J'imagine que c'était peut-être dans cet objectif que tu... Exactement, par exemple, ouais. Et les compléments alimentaires, c'est aussi une très très bonne idée parce que c'est parfois un manque de minéraux aussi qui empêche un petit peu, enfin c'est pas que ça empêche, mais c'est plutôt l'apport de minéraux qui peut aider les ligaments à mieux se former et mieux se tenir. Ouais. Donc, ça va être quoi comme complément alimentaire? J'étais en train d'y réfléchir en parlant. De la poudre de bois de serre, des choses comme ça? Ouais, pardon? Tu dis minéraux, donc ça fait penser à poudre de bois de serre, mais je sais pas. En fait, il faudrait que je vérifie pour pas dire de bêtises. Au niveau des ligaments, enfin tout ce qui est vitamines et minéraux, pour moi, il y a manganèse et cuivre, par exemple. Ça peut être, par exemple, un manque à ce niveau-là. Mais à vérifier. À vérifier. Amandine dit, notre bulldog français n'a pas eu besoin d'intervention pour sa deuxième hernie discale grâce à l'ostéo. Bah voilà, ouais. Bah, ça me fait bien plaisir pour elle. Ou Ouais. lui. Je sais pas.
Mickey demande donc, est-ce que l'ostéopathie peut être utile pour une chienne dysplasique? Elle est sous traitement flexadine et tromazédile depuis l'âge de 3 mois. Eh bien, dis donc. Et elle Waouh. n'exprime plus de souffrance, juste pour savoir si consultation ostéo peut être utile. Alors là où on sera utile dans ce genre de cas, c'est que du coup, la pauvre, forcément, force beaucoup autour de sa dysplasie. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'on va intervenir en ostéopathie pour éviter en fait qu'elle ne mette en place tout un schéma compensatoire antalgique pour pas avoir mal. En fait, enfin, pour résumer, elle finit par avoir mal autour. Et ça peut donner des gros inconforts au bout d'un moment. Donc nous, on va relâcher plutôt ce qui est, parce qu'on ne peut pas régler la dysplasie, c'est clair. Mais on peut remettre du mouvement autour parce que très souvent, les dysplasiques, on se retrouve avec un dos qui ne bouge pas beaucoup, avec un sacrum qui ne bouge pas beaucoup. Donc, on va remettre ça en place, par exemple. D'accord. Remettre de la mobilité, pas remettre en place. Ça marche. Véro dit que c'était, elle pense que c'était silicium et poudre de moule verte qu'elle avait donné. Ah oui, la poudre de moule, c'est vrai, oui, 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 oui. Et Cindy, elle dit que c'était un mélange express pour ligaments. Ah, Voilà. et c'est vrai que mais ce que je me souviens plus, c'est ce qu'il y a particulièrement dans la poudre de moule. Mais là, c'est moi. Mais clairement, oui, c'est vrai que c'est souvent la poudre de moule verte qu'on donne. Ça m'était plus revenu tout à l'heure. Ouais, top. Ok. Est-ce que pour finir, tu aurais une ou deux anecdotes que tu souhaites raconter qui peuvent illustrer les bienfaits de ton art, de ta médecine? Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ben, par exemple, tout à l'heure, je parlais de ma doyenne hein, et je parlais aussi, à un moment donné, j'ai parlé des chiens qui ont tendance à marcher, à trottiner toujours de travers. Et en fait, ben, par exemple, elle, c'était le cas où on m'aurait posé la question, j'aurais dit, fou, je suis pas sûre parce que je sais plus si elle avait 14 ou 15 ans la première fois que je l'ai vue. Il y a quand même un moment donné où il se fige hein, si le corps a vraiment pris l'habitude. Par exemple, il y a deux vertèbres qui ne sont pas bien placées depuis, ben, on va dire 14 ans pour son cas. Il peut y avoir justement l'arthrose, il peut y avoir plein de choses qui fait que voilà, ils sont formés comme ça et c'est pas grave. On rétablit l'équilibre comme on peut autour, chacun son équilibre. Et ben elle, par exemple, la première fois que je l'ai vue, justement, elle était totalement déséquilibrée. Elle avait une cuisse beaucoup plus musclée que l'autre, par exemple, à force de toujours être dans le même sens. Et suite à la séance, on l'a vue repartir tout droit. Ça a fait tout drôle, ça a fait super plaisir. Pour donner un exemple là, où ça a fait super drôle au propriétaire, parce qu'il dit, mais je ne l'ai jamais vu courir comme ça. Et en fait, il avait l'air il avait l'impression qu'elle n'était pas normale, alors que pour une fois, elle allait droit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un exemple, bah, on parlait par exemple d'appeler les vétérinaires. Et je reste, voilà, il faut vraiment, s'il y a besoin, ça m'arrive. Mais je me souviens, c'était chez des amis en plus, on était en vacances. Et ils avaient depuis peu une jeune malinoise, hein, donc hyper active, toujours en train de courir partout. Et ça faisait un petit moment qu'il me disait, elle a du mal avec une patte. Et effectivement, il y a un postérieur qu'elle ne voulait pas poser. Elle courait sur trois pattes, en fait. Quand elle trottinait, elle utilisait un peu, mais vraiment, c'était vraiment visuellement de la grosse boiterie. Moi, quand je l'ai vue comme ça, j'ai dit non, non, allez justement d'abord vérifier chez le vétérinaire parce que là, c'est pas une irrégularité. Et puis on discute un peu. Bon, forcément, j'ai le chien à côté de moi. Je regarde, je peux pas m'empêcher. Je regarde un peu. Allez hop. Et là, je tombe sur une lombaire, mais qui faisait mal. Enfin, qui était vraiment. Et j'ai dit bon, elle a vraiment mal là. Je vais au moins travailler là-dessus, mais je touche pas à la patte. Et en fait, je lui ai remis la lombaire. Puis on l'a vu repartir en trottinant. Elle utilisait sa patte, elle avait déjà oublié, quoi. Et on m'aurait posé la question, j'aurais dit, bah non, quand même. Enfin, au mieux, elle est un peu mieux, mais pas à ce point-là. Et je crois que c'est l'exemple qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, si, elle avait juste tellement mal à sa lombaire au dos qu'elle voulait plus tirer parce que ses muscles faisaient que ça lui donnait des coups de jus dans le dos quand elle utilisait la patte. Mais elle ne posait pas la patte, ça avait l'air limite cassé, quoi. Tellement elle l'utilisait pas, elle avait juste pas Pour le envie. coup, t'es passée pour une magicienne, quoi.
Ah bah limite, ouais, c'est dommage qu'ils étaient loin en fait. Et dommage, c'est trop loin de mon secteur, mais j'avoue que j'ai adoré cette expérience parce que je dis oui, bah, j'aurais quand même préféré, j'aurais pas été voir sur la patte quand même, parce que là, vu comme c'était, bon, Oui, oui. c'est vrai qu'ils auraient été pour rien chez le vétérinaire, pour être Oui, honnête, du coup. oui. Mais de remettre, de remettre la lombaire là et puis tout, la petite chienne qui part, c'est vrai que j'ai adoré. Et tu les as fait économiser une visite chez le véto en plus. Carrément, carrément. Bah, du coup, ils ne croyaient pas à l'ostéopathie. Maintenant, ils font venir une ostéopathe Alors régulièrement. là, il n'y a rien de mieux pour convaincre, hein, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que Ok. je fais dans ce qui m'a marqué bon, on est dans les extrêmes, hein, mais j'ai une fois été appelée pour un chat qui avait eu un accident de voiture, qui s'était fait percuter par une voiture, et il portait plus du tout sa queue. Mais vraiment pas, la queue traînait par terre. Et en fait, le propriétaire était dépité parce que on lui parlait d'amputation de la queue, parce qu'elle traînait complètement par terre. Et en fait, j'ai travaillé à rééquilibrer le sacrum, essentiellement l'arrière-main. Bon, en même temps, elle avait été percutée dans les zones là. Et le lendemain, elle remontait sa queue, en fait. Donc ça, c'est pareil, un énorme plaisir, quoi. Ah oui. Je crois que c'est les deux qui m'ont le plus marqué. Il y a des petits Et là, exemples. heureusement que la personne t'appelle pour vérifier que tu peux pas faire quelque chose, quoi. Ah bah là, oui, vraiment, je suis ravie. Et pourtant, il faut être honnête, je suis humaine, hein, j'arrive, le chat, il a eu un accident, il a eu un accident avec une voiture, les vétérinaires ont dit on peut rien faire. Moi, je me suis dit, de toute façon, je rééquilibre tout ce que je peux rééquilibrer, je suis là pour ça. Au mieux, je le remets mieux en place, et puis, ben, pas de chance, la queue, on peut pas. Et en fait, le lendemain, la queue était remontée, fallait enlever les douleurs qui faisaient qu'il avait plus envie de lever sa queue, quoi. Donc, Je pense qu'il faut vraiment que ça. Je pense que ça allait de plus en plus, mais peut-être pas encore assez quand même de faire appel à votre profession auprès des animaux de compagnie. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui devrait être du domaine du réflexe comme d'appeler le vétérinaire en fait. Enfin, en tout cas, ouais, en tout cas, quand on est vraiment dans ce qui est mobilité, effectivement, dès qu'on a quelque part quelque chose de physique qui gêne à la mobilité ou un changement de comportement soudain qu'on peut pas, qu'on peut pas mettre sur le compte d'un déménagement ou autre, par exemple, hein, où le chien a toujours voulu des câlins et là, il n'a plus envie qu'on lui touche le dos, par exemple. Là, c'est pas faux que souvent, on peut aider. bah oui, bien sûr. Mm, mm. Amandine dit, Véron va y venir. Yvonne est de travers depuis petite et n'a vu l'ostéo qu'une fois ou deux avant d'arriver à la maison. Elle est toujours de travers à 9 ans et pousse toujours les autres quand ils courent côte à côte. On pense que c'est sa réaction au vaccin tout de chenil injecté dans le cou qui l'a rendue tordue. Elle avait gonflé de fou pendant un long moment et sa tête était tordue pendant ce temps. Ah oui, donc là, c'est pas impossible que ce soit nerveux. En plus, elle a eu des séances d'ostéopathie, donc a priori, c'est pas ça. C'est ça, ouais. C'est possible effectivement que ce soit une atteinte nerveuse, du coup. C'est vrai que c'est possible. Alors, du coup, bah, il y a plein de gens qui veulent savoir où tu travailles, comment ils peuvent t'appeler. Donc, pour finir, ben ouais, comment est-ce qu'on te joint? Comment est-ce que tu bosses? Enfin, voilà, comment quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a le cabinet où je peux accueillir au cabinet. Donc, je suis une fois par semaine à Königsmacker et une fois par mois à Vendeuvre, selon la géographie des uns et des autres. Et après, je me déplace à domicile. Comme tu parlais tout à l'heure de Blue, elle est trop stressée, on ne va pas lui dire viens au cabinet et puis c'est tout. Donc, je recommande, j'avoue, le cabinet pour les autres, enfin pour les autres, pour ceux qui n'ont pas un problème de mobilité. Je veux dire, le chien qui est malade en voiture, on ne va pas lui imposer 20 minutes de voiture pour aller au cabinet. Celui qui est trop craintif, qui est vraiment mieux à la maison, il n'y a vraiment aucun souci. Mais il y a une chose que j'avoue que moi-même, j'étais persuadée du contraire quand j'ai commencé à travailler, c'est que je me disais toujours, à domicile, c'est quand même tellement mieux, ils sont plus à l'aise, surtout pour les craintifs qui peuvent
passer agressif en fait. Et pour les craintifs extrêmes, mais là c'est plus les chats que les chiens, en fait au cabinet ça se passe 1000 fois mieux. J'ai une chatte enfin c'est un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps. La dame voulait à tout prix que je vienne chez elle parce que la chatte était stressée. La chatte, je n'ai pas pu l'approcher, j'aurais plus eu de main, quoi, ni de bras, sa propriétaire non plus d'ailleurs. Il était hors de question. Plus de doigts. Ouais, déjà que là, mon chat à moi, il m'a fait mal. Et en fait, elle est venue au cabinet, la chatte, méconnaissable, c'était un ange. Elle n'a pas bougé. Et j'ai de plus en plus, bon là c'est un extrême, mais de plus en plus souvent, on se rend compte que quelque part, ils se permettent moins au cabinet qu'à la maison, sans rentrer dans le stress. Hein. S'il y a du stress, il faut être à la maison. Oui, mais tout ça pour dire… aussi, hein. Comment? Tu peux avoir l'inhibition, c'est-à-dire que l'individu, il te semble sage alors qu'en fait, il bouge plus, il est figé, quoi. Oui, voilà. Bah, et ça c'est pas faux. Il faut pas plus. Ouais, ouais. C'est bon, il bouge plus. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a le cabinet à Königsmacker, il y a le cabinet à Vendeuvre et je me déplace à domicile, sachant que le secteur, moi, je pars de Boust et je suis beaucoup, donc Boust à côté des Tanges Grandes, hein. Je suis beaucoup, du coup, autour de ma zone, autour de Metz et globalement l'axe Nancy-Thionville, puisque du coup, comme je vais une fois par mois à Vendeuvre, j'ai plus facile à étendre mon secteur et je vais régulièrement je dis vers Sarreguemines, mais je ne vais plus forcément jusque là-bas. J'essaye de limiter mon secteur, mais ça, après, on peut regarder ensemble au cas par cas. D'autant que, comment dire, c'est comme pour Vendeuvre, ça me fait 1 heure de route, mais je suis au cabinet, alors que faire toute la journée, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, au final, je roule plus que quand je vais à Vendeuvre. Donc, tout ça pour dire qu'après, si j'ai plusieurs personnes dans la même zone, c'est pas grave si j'ai 1 heure de route, quoi. C'est vraiment pas un souci. Ouais. Et du coup, comment est-ce que les gens trouvent tes coordonnées? Alors, sur Facebook, il y a tout. Du coup, je suppose que tout le monde a Facebook, là, ce soir. Oui. Voilà. Marianne Faust? Ouais, c'est ça, Marianne Faust, ostéopathie pour animaux. Je sais pas. C'est ton compte Marianne Faust, tu n'as pas fait de page Non, spéciale. j'avoue que j'ai jamais eu. C'est comme je te disais tout à l'heure, moi et la technique, je m'en sors mieux avec le vivant qu'avec la technologie. J'ai gardé mon compte. J'ai pas de compte pro, c'est vrai. Mais bon, franchement, principalement, les gens me joignent comme ça ou au téléphone. Je sais pas, peut-être je pourrais réagir sur la vidéo et donner mes coordonnées dans la conversation éventuellement, si ça peut arranger du monde. De quoi? Attends, excuse-moi, j'étais en train de lire en même temps leurs commentaires. Oui, c'est normal. Écoutez ta dernière phrase. Non, mais il n'y a pas de souci. Sinon, le live, il est sur la page. Je peux réagir dans la conversation. Je mets mes coordonnées. Oui, tu pourras, quand je vais clore le live, après tu pourras aller commenter si tu veux, voir et mettre tes coordonnées. Là, je viens de mettre le nom de ta page, enfin de ton compte. Non, Pour que là, les il y a gens tout. Il y a mon puissent te numéro de trouver. téléphone, il y a tout. La seule chose que je précise, c'est vraiment pas hésiter à laisser un message pour ceux qui préfèrent téléphoner. Et moi, je rappelle, parce que j'avoue que je rappelle plus les appels en absence, il y a trop de pubs. Donc, Ouais. si j'ai un message, voilà. Tu fais les chiens et tu fais d'autres animaux. Alors, je fais les chiens, les chats, les chevaux. Et j'ai de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie aussi. Furet, lapin, cochon d'Inde. Et bon, je fais les vaches aussi, mais je suis pas sûre que… Bah si, c'est possible. J'allais dire, c'est possible qu'il y ait des gens dans le public qui aient des vaches. Oui, après, oui. Ou Ouais, tout à fait. ou des connaissances, ou… alors oui, attends, c'était Mitty qui demandait, est-ce que tu as des collègues à conseiller dans les différentes régions Oui, alors effectivement, si même pour ceux qui me demandent si je vois que c'est trop loin, en fonction des zones, je peux renvoyer vers des consoeurs, ouais, des collègues, ouais. Voilà, bah donc du coup, Pas de n'hésitez problème. pas à la contacter par Messenger si Ouais. vous n'êtes pas du coin.
Et puis aussi, si vous êtes du coin, bien évidemment. Véro demande si tu peux donner des tarifs. Ah oui. Un chien, une consultation pour un chien. Ouais, pour un chien, la consultation, elle est à 60 € au cabinet et 55 à domicile. À domicile s'ajoutent les frais de déplacement qui dépendent de la tournée, en fait. Donc là, je peux difficilement dire, c'est entre 5 et 15 € la plupart du temps, hein, mais ça dépend totalement d'où. Le nombre de personnes que tu vois sur ta tournée, quoi. C'est ça, ça dépend de la distance et du nombre de personnes. Ouais. Parce que du coup, elle divise Oui, les frais de transport par le nombre de personnes. Chacun paye une partie des frais de voilà, transport. c'est ça. Voilà. Mickey dit qu'il est dans le sud, Seine-et-Marne. Bah, s'il veut, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un messenger. Messenger. Parce que là, comme ça, de tête, j'aurais du mal à donner un nom, mais j'en connais un petit peu partout. N'hésite pas à la contacter. Ouais, parce que j'en connais un petit peu partout. Et au pire, je peux poser la question sur notre groupe Facebook des ostéopathes animaliers en France. Donc, Amandine, elle dit que t'es pas assez cher. Non, c'est pas vrai, elle dit pas ça. Non, elle dit que c'est pas élevé, mais tu sais, on est en Moselle, hein. je crois que je suis dans la moyenne. Après, il me semble que c'est surtout, je ne fais pas exprès de dire ça, mais c'est vrai, c'est plus les vétérinaires qui sont plus chers souvent. Mais ils ont la structure, voilà, moi, j'ai pas les mêmes frais non plus, hein. Ok, ben je crois que j'espère que j'ai pas loupé de questions. Bah, sinon, bah, pour ceux qui le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, hein, les questions, ça coûte rien. C'est pas facturé. Ok, ben écoute, moi de mon côté, je trouve que c'était complet. On a abordé l'ostéopathie dans sa globalité, ta façon de travailler, à quoi ça sert, quand consulter, à quel âge. Là, c'était assez clair. C'était très clair. Mhm. Donc, si toi, tu n'as rien à rajouter. Bah, là, comme ça, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, enfin voilà. C'est comme dit, ceux qui ont des questions qui viennent même par après, pas de souci. Ça marche. Eh ben, je te remercie encore une fois Merci à toi. d'avoir été là avec nous ce soir. C'était dans la bienveillance et la douceur. Je trouve que ce live était bien représentatif des séances que tu fais vivre à nos chiens. Ah, merci. Je te remercie tous pour ce live. Et voilà. Et puis, ben, moi, je vous remercie d'avoir été là encore une fois au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve vendredi. Je regarde mon téléphone alors que c'est quand même en face que c'est mieux. On se retrouve vendredi prochain. Je vous fais des bisous. Marianne, je te fais des bisous. Un Et je gros vous dis bisou. à très bientôt. Merci Ciao, beaucoup. ciao à tout le monde. Bonne soirée. Ciao.